Bonjour, je m'appelle Maurice Guibard, je suis historien et je suis aussi le directeur général de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique. Nous allons apprendre des choses fort intéressantes aujourd'hui au sujet des coutumes folkloriques des Canadiens français, en particulier au sujet de cette ceinture, notre symbole, la ceinture fléchée, d'où vient-elle, quand et pourquoi la portons-nous? Nous allons aussi parler de la gigue, bien sûr, ainsi que du jeu des cuillères. D'ailleurs, vous allez apprendre comment jouer ces cuillères-là tout en dansant la gigue assise. Ce que je porte aujourd'hui, c'est la ceinture fléchée. Donc, c'est le symbole des Canadiens français. Certains vont dire, qu'en est-il de la fleur de lys, qu'on voit sur le drapeau du Québec, bien sûr. Cette fleur de lys rappelle les antécédents français, les origines françaises des familles de souche de la Nouvelle-France. Mais c'est la ceinture fléchée qui demeure le symbole qui a été longtemps porté par les Canadiens français et qu'on voit de plus en plus. Qui étaient les premiers à porter ces ceintures? C'était des fermiers. Donc, en grande partie, l'homme dans la famille. La femme aussi pouvait le porter, mais c'était une ceinture plus étroite. Le mari la portait à la maison, pour la sortie, probablement pas dans les champs. Dans chaque village, il y a bon nombre des jeunes hommes qui ont décidé de travailler pour la Compagnie de la Baie d'Hudson, qui faisait la traite des fourrures de plus en plus vers l'ouest, jusqu'au Pacifique. Ces jeunes hommes-là se faisaient faire des ceintures par leur famille, probablement, et qui étaient 2 fois plus larges que les ceintures actuelles et 2 fois plus longues. Et pourquoi? Parce qu'on s'attendait d'eux qu'ils pagayent leur canot 12 heures par jour, sans se plaindre, en chantant même. Et donc, en enserrant les ceintures fléchées assez serrées autour de la tête, ça protégeait les reins d'une journée de 12 heures de pagayage. Avec l'arrivée de la voiture, c'était de moins en moins souvent qu'on voyait ces ceintures, parce que c'était difficile de monter et de descendre d'une voiture avec cette frange, etc. En particulier en ville, déjà, c'était quand même assez rare de les y voir parce que la ceinture fléchée était associée aux habitants, donc aux fermiers qu'on avait tendance à moquer dans notre parler, dans nos coutumes. La ceinture a commencé à disparaître avec l'arrivée de la voiture, mais après la conquête, déjà les marchands anglais, les riches marchands, ont pu apprécier la beauté de la ceinture et s'en sont fait confectionner de très belles, de leur propre couleur, pour fermer leur manteau d'hiver. Et aussi, il y a eu bon nombre, en particulier à Montréal et à Québec, de clubs de racketteurs, tous des hommes, et chaque club se dotait de ceintures fléchées fabriquées dans les couleurs de leur club. On voit la plupart des ceintures disparaître dans l'entre-deux-guerres, mais c'est au moment de la Révolution tranquille des années 1960 et 70 qu'on voit la réapparition de ces ceintures. Cette ceinture en particulier a été fabriquée pour moi durant justement les années 1970. Elle a été tressée au doigt et non pas tissée au métier par Marguerite Lamoureux, qui d'ailleurs a laissé ses initiales sur la pièce parce que c'est considéré une œuvre d'art. C'était la renaissance des traditions folkloriques, artisanales, voire artistiques des Canadiens français. Cette ceinture porte le motif dit de l'Assomption, donc de la région de Trois-Rivières, où il fallait avoir la lignée de flèches rouges, et d'un côté comme de l'autre, une série d'éclairs, comme du tonnerre, n'est-ce pas? L'éclair est dans des couleurs particulières. Il existe plusieurs motifs de ceintures, mais pour les anglophones, toutes les ceintures étaient nommées Assumption Sash, donc de l'Assomption. Mais ce n'était pas le cas, ce n'étaient pas toutes les ceintures qui venaient de l'Assomption. Reste que c'est le motif le plus connu. Par opposition aux familles écossaises, où l'on voyait dans chaque famille un tartan particulier à la famille, à chacune des familles, il n'existe que 5 motifs. Donc, nous avons déjà parlé du motif de l'Assomption, la région de l'Assomption, donc de Trois-Rivières. Voici le motif de la ville de Québec. Au lieu d'avoir des éclairs d'un côté comme de l'autre de la lignée des flèches, nous avons des diamants.
Ce qui est intéressant, c'est que le bonhomme Carnaval, qui est la mascotte du Carnaval de Québec, devrait quand même porter la ceinture de la ville de Québec. Mais non, on le voit toujours en train de porter la ceinture de l'Assomption, probablement parce que c'est le motif le plus connu. Les autres motifs sont celui de l'Acadie, donc une partie du Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Et là, on voit des trames de flèches dans les deux sens, dans les trois couleurs du drapeau acadien, le rouge, le blanc et le bleu. Et la dernière version, c'est l'un des patriotes canadiens, donc le docteur Chénier, avec de jolies trames de flèches dans les deux sens, des couleurs que l'on ne voit pas nécessairement ailleurs aussi. La dernière, c'est celle de la région de Charlevoix. Donc, vous voyez ici le modèle plus large pour les hommes et le modèle plus mince pour les femmes. Et là, on voit quand même plutôt une succession de chevrons. Et c'est là qu'on voit quand même certaines origines des ceintures autochtones qui auraient participé à l'évolution de la ceinture canadienne-française. Si l'on revient à notre ceinture et on la compare à la ceinture dite métisse, celle-ci est tissée au métier, celle-ci est canadienne-française et tressée au doigt. Et on voit tout de suite les différences. Celle-ci a le même motif, donc de l'Assomption, mais on voit comment c'est beaucoup plus difficile de représenter les pointes, en particulier des éclairs et des flèches, quand c'est fabriqué au métier. Pour les métisses, chaque couleur a sa signification. Pour les Canadiens français, ce n'est pas le cas. Nous n'attribuons pas de signification aux couleurs. Les métisses se sont quand même repliés sur le motif de l'Assomption, probablement par préférence ou du fait qu'elles étaient plus communes que les autres parmi même les voyageurs. Cependant, ce que les métis ont fait, c'est qu'ils ont ajouté la couleur bleu foncé et le noir à leur design. Ces deux teintes représentent la noirceur des années difficiles vécues par les Métis durant leur histoire. La plupart des premières ceintures étaient tissées ou tressées avec un fil de coton, comme ici. Celle-ci est faite au métier. La mienne est faite d'une laine quand même assez mince, mais on peut en voir aussi avec des laines plus grossières. Les hommes et les femmes canadiens-français portaient des bas de laine rugueuses et qui avaient tendance à descendre. Le bas allait jusqu'aux genoux. Ceci, c'est des jarretières. Donc, par-dessus le bas, les hommes et les femmes attachaient une jarretière pour empêcher que le bas tombe davantage. D'accord? Et c'était quand même très, très joli et coloré. J'ai parlé d'un symbole des Canadiens français. Le terme Canadien-français n'a pas toujours été celui que nous utilisions pour nous nommer. 3 générations à peu près après l'arrivée des premières familles souches de la Nouvelle-France, les gens qui y sont restés s'appelaient tout simplement Canadiens. Ils ne se disaient plus vraiment français, ils habitaient un autre pays, si vous voulez. Au moment de la conquête par l'Angleterre, les Anglais qui sont arrivés ont gardé pour eux-mêmes leur nom, puisqu'ils étaient fiers anglais, donc ils s'appelaient les Anglais, par opposition aux Canadiens. Ce n'était pas un terme qu'ils voulaient assimiler à leur nom. Donc, au fur et à mesure que les voyageurs et la Compagnie de la baie d'Hudson, plus tard la Compagnie du Nord-Ouest, se propageaient vers l'Ouest, les voyageurs qui voyageaient avec la compagnie s'appelaient partout des Canadiens et on voit ce terme dans les journaux des explorateurs. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme Canadiens? On n'a qu'à penser à la célèbre équipe de hockey de Montréal, les Canadiens de Montréal. Même en anglais, on parle de The Montreal Canadiens et non pas Canadians, c'est E-N-S comme en français. Et pourquoi? Parce que c'était composé à l'origine de fermiers, de Canadiens français. Le symbole des Canadiens, puisqu'on y est, c'est un grand C avec quelle lettre à l'intérieur? Un H qui signifie habitants. C'est pour ça que les Anglais parlent de Habs. C'est qui habitants? C'était le terme qu'on utilisait pour les fermiers canadiens-français. Si on parle de Canadiens, on se doit aussi de parler de soirées canadiennes, ces grands rassemblements de divertissement, de chansons, de danse, où on se rassemblait
en famille, même entre villages, pour diversifier la communauté, pour diversifier la famille, même peut-être y rencontrer notre époux ou notre épouse. Donc, une soirée canadienne, c'est un rassemblement où on s'amuse, on danse, on chante. Et pour cela, il faut de la musique. Il fallait absolument avoir un violon. Et donc, d'ordinaire, c'était un homme qui jouait et on appelait cet homme un violonneux. Si on était chanceux dans la communauté ou dans la famille, on aurait quelqu'un qui jouerait peut-être la musique à bouche, l'harmonica ou l'accordéon. Cela étant dit, on créait aussi notre propre rythme, pas avec des tambours, mais avec le jeu des pieds. Mais on va revenir à cela. Nous avions aussi les cuillères, n'est-ce pas? J'ai ici une paire de cuillères en métal. Les cuillères qui auraient été utilisées par les habitants, donc par les fermiers, n'auraient pas été en métal parce que ça aurait été trop coûteux, parce que le métal, à l'époque, ça aurait été soit de l'argent, soit de l'étain. Donc, on verrait ça peut-être en ville et surtout parmi les familles les plus riches. Donc, on avait des cuillères de bois et qui étaient taillées souvent par les enfants de la famille. Aujourd'hui, on a des cuillères comme celle-ci, d'accord, qui sont jointes. Ces cuillères sont des instruments musicaux qu'on peut acheter dans tous les magasins d'instruments musicaux au monde. Et pourquoi? Si on va dans la section de percussion de ces magasins-là, on va trouver des cuillères comme celle-ci parce qu'elles font partie des instruments de la percussion de chaque orchestre philharmonique au monde. Et d'où viennent-elles ces cuillères? À l'origine du Québec. Si vous achetez un instrument, par exemple une guitare, vous allez toujours vouloir essayer la pièce avant de l'acheter. C'est la même chose avec les cuillères. Si vous voyez un panier, par exemple, rempli de cuillères identiques, fort probablement, il va y avoir des différents sons. Donc, je vous encourage fortement à les essayer. Puis là, je vais vous jouer quand même quelques ensembles de cuillères jointes que vous vous rendiez compte l'éventail de sons qui peut ressortir de ces cuillères. C'est un très beau son, quand même assez profond, très clair, très puissant. Donc, bel ensemble de cuillères. En voici une autre sorte. Il y en a de toutes les sortes. Il y a un peu plus de résonance à celui-ci. Le jeu est très beau, mais reste que ces cuillères sont très rares. J'en ai jamais vu une autre paire, donc vous risquez peu d'en acheter de celle-ci. Très jolie forme ici. C'est un peu comme un cheval qui trotte. Donc, vraiment un très joli son. Celle-ci, formée en tête de canard. Le son est différent. Ces cuillères-ci sont face à face plutôt que dos à dos. Le son est plutôt presque métallique. Ce n'est pas vraiment le meilleur son qu'on voudrait avoir. Celle-ci, c'est probablement le meilleur son que j'ai entendu. C'est un son très fort, très puissant, très clair. Et ça donne, c'est les cuillères officielles du Carnaval de Québec. Elles sont quand même coûteuses. Donc, ça dépend qu'est-ce que vous voulez. Voulez-vous devenir un joueur sérieux? Ça serait vos cuillères. Autrement, n'importe quelle, ça peut faire. Mais revenons aux cuillères de métal. N'importe quelle cuillère peut être utilisée, peut-être pour les plus jeunes, des cuillères à café plutôt qu'à soupe. Celles-ci sont ovales, il y en a qui sont rondes, il n'y a pas de problème. Vous visez toujours 2 cuillères pareilles. Ce qui est important, vraiment très important, c'est d'assurer que le dos de la cuillère, du manche de la cuillère, soit plat, qu'il n'y ait aucune rainure, le rebord, etc., parce que ça peut vous couper pendant que vous jouez les cuillères. Moi, je suis gaucher, donc je joue avec ma main gauche. Vous agissez en conséquence. On joue toujours sur la cuisse opposée de la main qui tient les cuillères. Vous prenez l'une des cuillères avec le bol qui est ouvert vers vous et vous la prenez entre votre doigt, votre index et votre pouce. Les autres doigts, vous remarquez, sont tout grand ouverts. Vous poussez le bout du manche de la cuillère jusqu'au centre de la paume. Il se peut que vous ayez à tirer un peu la cuillère vers le haut pour ce faire. Ensuite, en gardant les doigts tout ouverts, vous placez l'autre cuillère dos à dos en ne bougeant pas les doigts et l'index reste entre les deux
Et là, vous fermez les doigts serrés. Vous voyez, ils sont serrés. Ce n'est pas ouvert comme ça, c'est bien serré. Le truc dans le jeu des cuillères, c'est de les tenir quand même d'une façon assez souple pour qu'il y ait un son, mais quand même assez serré pour qu'elles ne patinent pas partout pendant que vous jouiez. Donc, l'idée, c'est de, et essayez-vous en faisant cela, vous allez avoir un son. D'accord? Le jeu des cuillères est sur un 1, 2, 3, 1, 2, 3, ce genre de rythme. Le 1 est toujours sur la cuisse, et donc, vous jouez le 1. L'autre main est ici, non pas très haut, mais très bas, près des cuillères. Le 2 est sur la paume et le 3 est sur la cuisse. Et c'est ça. Et on répète cela. Et je répète, le 1 est toujours sur la cuisse. Donc, nous avons 1, 2, 3, 1, 2, 3, cuisse, main, cuisse, cuisse, main, cuisse. 1, 2, 3, 1, 2, 3, cuisse, main, cuisse, cuisse, main, cuisse. Et avec l'habitude et l'expérience, vous allez pouvoir accélérer votre rythme pour que ça se marie bien avec la musique. Et aussi même essayer des choses différentes que vous pourriez intégrer dans votre jeu de cuillère. Par exemple, on peut faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, il y a le tonnerre des cuillères, un vrai bon terme, et c'est en utilisant les doigts, l'ensemble des doigts de la main libre, en tenant les cuillères assez souplement, vous frottez les cuillères contre chacun des doigts, et quand ça atterrit sur la cuisse, là, vous serrez les cuillères. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, ça fait 4 sons. Et ensuite, vous poursuivez avec quand ça atterrit, ça devient le 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Donc voilà, vous pouvez avoir un jeu comme... Voilà, vous avez déjà un beau jeu de cuillère et c'est à vous de créer aussi vos propres jeux parce que ça peut être compétitif des cuillères. Par exemple... à chaque personne de choisir son propre jeu. Voilà le jeu des cuillères. Pour les Canadiens français, la gigue est une activité compétitive. Cependant, si vous voulez jouer les cuillères, vous pouvez toujours le faire tandis que vous dansez la gigue assise. Les origines de la gigue sont quand même assez floues. On sait que au 16e siècle, donc, il y a eu un grand échange culturel entre la France, l'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse. Donc, on ne sait toujours pas exactement quelles sont les origines, quelle est la source de la gigue. Reste que dans toutes ces régions, tout comme en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, il y a plusieurs types de danses que l'on peut appeler de la gigue qui sont originaires de ces régions-là. Dans la soirée canadienne, la gigue était compétitive. Donc, les jeunes hommes, les jeunes femmes, pendant toute l'année, allaient par exemple dans la grange de la ferme ou dans l'arrière de la maison pour y pratiquer les pas qu'eux ou elles allaient présenter durant la soirée canadienne. Donc, des pas qui leur étaient propres et qui allaient indiquer leur niveau de talent. Donc, à un moment donné, de la soirée canadienne, le caller, donc c'était l'homme qui collait les danses carrées, un caller. Le caller, il disait, mesdames et messieurs, la gigue. Donc là, tout le monde faisait un grand cercle, la musique commençait, et là, il y avait un homme qui dansait vers le milieu du cercle, et il faisait sa petite routine de gigue, et on l'applaudissait, et il revenait à sa place, et un deuxième homme approchait, et justement faisait la même chose. Ensuite, c'était à une femme d'y passer, et une deuxième femme, et ainsi de suite. Et à la fin de cet échantillonnage de danseurs, on aurait pu déterminer qui aurait gagné la gigue, la compétition de gigue de la soirée. Pour ceux qui étaient assis, on pouvait quand même giguer parce qu'il y avait la gigue assise. C'est souvent ce que dansent les joueurs de cuillère, mais aussi c'est celle que moi, comme personne plus âgée, je peux danser confortablement. Et c'est celle que je vais vous indiquer aujourd'hui. Donc, nous sommes assis les deux pieds par terre. Vous entendez un certain son. Je porte des souliers à claquettes.
Il y a 300 ans, il n'y aurait pas eu de souliers de claquettes. Là, je les porte simplement pour que vous puissiez bien entendre les pas. Mais à ce moment-là, sur la ferme, on aurait porté les bottes de travail de tous les jours. D'accord? Il existe bien la gigue métisse pour laquelle on portait des mocassins. Donc, au Québec, par exemple, là, on aurait pu porter des mocassins, surtout s'il y avait du sang autochtone dans la famille, d'accord? Mais d'ordinaire, ça aurait été des bottes de travail, tout simplement. La gigue se danse très près de la chaise sur laquelle nous sommes assises, et on commence toujours par le pied droit, d'accord? D'abord, on met par terre le talon droit, ensuite l'orteil droite, et ensuite le pied gauche entier. Et c'est ça. Et on répète. Donc, on fait le talon, l'orteil et le pied gauche. Talon, orteil, pied gauche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ça accélère au rythme de la musique. D'accord? Une autre chose que l'on peut faire, tout comme avec les cuillères, on peut faire un jeu des pieds, par exemple. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ce qui est amusant aussi, c'est qu'on peut jouer les cuillères tout en dansant la gigue. Donc, si je ralentis le rythme et on s'en tient au rythme 1, 2, 3, donc on fait les cuillères, on fait le jeu des cuillères. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maintenant seulement les pieds. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, seulement les cuillères. 1, 2, 3, seulement les pieds. 1, 2, 3, seulement les cuillères. 1, 2, 3, 1, 2, 3, seulement les pieds. 2, 3. Un de chacun. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, les deux ensemble. 1, 2, 3, talon, orteil, pied, isolé. 1, 2, 3, talon, orteil, pied. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et voilà. C'est pas évident de mélanger les deux dès le début, mais ça vient avec la pratique. Et voilà le jeu des cuillères avec la gigue assise. Vous avez beaucoup appris aujourd'hui au sujet de la ceinture fléchée, ses origines, comment et quand la porter. Vous avez appris au sujet des voyageurs, vous avez appris au sujet de la source du mot canadien. On a appris les origines de la gigue, on a appris comment jouer les cuillères et aussi comment danser la gigue assise. Au fur et à mesure que vous vous améliorez avec vos techniques justement dans ces deux arts, vous allez pouvoir davantage manifester votre joie de vivre durant vos propres soirées canadiennes.